Bonjour Didier, bienvenue au podcast, comment ça va? Ça va, tout va bien. Alors dis-moi Didier, tu fais quoi? Tu viens d'où? Tu aimes quoi? Ton travail, ton métier? Parle-moi un peu d'où tu viens. Didier Coton, on va tout de suite parler métier. Je suis directeur sécurité et gouvernance pour Ping 2. J'en parlerai un peu plus tard après. Je suis originaire du nord de la France, mais ça fait 15 ans que j'habite à Québec. Et j'ai aussi étudié et travaillé à Gatineau. En fait, j'ai fait mon bac en informatique à l'Université du Québec en Ottawa entre 99 et 2004. Dans ta carrière, là, comment as-tu abouti en cybersécurité? Tu n'as pas toujours été en cybersécurité. Et quand j'étais en France, en fait, j'ai étudié l'histoire. J'ai un 2 tiers de bac d'histoire. Parce que j'étais dans mes cours d'histoire et je lisais principalement des BD parce que j'avais un camarade de classe qui avait le gros stock de bandes dessinées ou des livres d'informatique. Je me suis dit, il faudrait que je me reconvertisse. Et en France, le système, à l'époque, faisait que si tu voulais faire de l'informatique à haut niveau, il fallait que tu faire une école d'ingénieur. On faisait 2 ans de bac de mathématiques et après, tu faisais un an de, un peu d'informatique. Je me demande pas pourquoi. La seule fois que je suis rentré dans la bibliothèque de la faculté des sciences humaines, donc tout ce qui est histoire, géographie, en fait, je suis tombé sur le guide des études de l'université de Moncton. Me demande pas déjà qu'est-ce qu'ils faisaient là, me demande pas comment je l'ai trouvé, mais que je vois qu'ils ont un programme dédié à informatique et j'avais une professeure de géographie qui régulièrement venait à l'université Laval parce qu'on avait déjà parlé. Fait que je l'approche, je discute un peu avec elle, j'en discute avec mes parents, j'en parle à mes grands-parents. Mon grand-père me dit, bah, on voulait te donner une voiture, mais si tu veux aller faire tes études au Canada, on te paye des études. Je pense qu'aujourd'hui, papy, s'il me regarde, il doit être content de voir que j'ai réussi, que j'ai fait des démarches. 99 à 2004, j'étudie, je fais mon bac à Gatineau, je travaille un an comme développeur. Je retourne en France pour différentes raisons, notamment c'était difficile à l'époque d'obtenir des permis de travail. Je suis retourné en France, en fait, où j'ai travaillé comme analyste programmeur. Sur un des projets où j'étais, il y avait des bases de données, en fait, et chercher quelqu'un pour gérer la base de données. Je suis sorti de vendredi et le lundi, je rentrais à la même place, mais comme DBA. Et que j'ai fait DBA pendant jusqu'à 2020. Puis quand je travaillais en France, j'étais le tech lead d'SQL Server pour une équipe de 10 personnes. Donc, on gérait des très gros comptes, donc quand même des trucs assez poussés. 2010, je signe avec une compagnie consultante Québec, et que je reviens à Marseille, à Québec. Un CGI. Je me sais qu'à l'époque, c'était dans le top 15 des compagnies qui avaient le plus de contrats avec le gouvernement. C'est quand même assez bon. Donc, j'ai fait DBA avec eux. Je suis parti, je suis allé faire un DBA pour Logibec, qui est une compagnie qui fait du développement de logiciels dans la santé. Je parle pas de Logibec dans les hôpitaux. Mais apparemment, il faut quand même des bons logiciels parce que c'est utilisé pas mal partout en fait. Logibec, je suis parti, je suis allé finir mon MBA à l'Université Laval. Je sors de là, tout allait bien. 2 ou 3 mois après, tout le monde en lockdown, c'est la pandémie qui démarre. Fait que j'ai fini mon MBA tranquille. Il y avait des professeurs qui donnaient les cours qu'en présentiel, les examens qu'en présentiel, ils ont dû faire tout à distance. Et ça a duré le temps de la pandémie. T'as certains professeurs, dès qu'ils ont pu, ils ont tout ramené. Parce que tu as certains professeurs qui préfèrent ou sont meilleurs en fait en présentiel, effectivement à distance, soit tu t'enregistres d'avance ou tu parles des gens qui mettent pas forcément la caméra. L'engagement n'est pas aussi élevé, hein, c'est ça. Je pense que ça c'est vraiment une question de l'étudiant en fait. C'est pas faux, mais c'est dur d'avoir une écoute active dans le remote, hein, où tu sais que tu peux faire autre chose. J'ai fait certains cours, et là je fais un DESS. Donc j'ai fait mon MBA en gestion des affaires numériques à l'Université Laval. Là je suis en train de faire le DSS en audit des systèmes d'information, qui est un nouveau programme qui vient de lancer. Fait qu'il y a certains cours que je faisais, il y avait un cours de cybersécurité. J'espère que le prof regarde pas. J'écoutais son cours en x2 en fait, en jouant en même temps en fait. J'étais toujours DBA, puis à un moment donné il y avait un poste qui apparaît au centre gouvernemental de cyberdéfense, qui n'était pas encore au MCN à l'époque. Et que j'ai travaillé 18 mois au CGCD, c'était au Conseil de Trésor, puis au MCN quand on était transféré. Je vais faire du DevSecOps. J'en ai pas fait beaucoup. Par contre, j'ai travaillé sur la directive sur l'assurance de l'identité numérique. Moi, derrière venait Skin et le remplaçant avec ça applique et tout ça qui maintenant. Ça peut être pratique si vous n'avez pas créé votre compte, allez le créer. C'était le débat souvent que j'avais avec les gens. On va faire comme les banques. Non, non, une banque a une provision pour fraude. Toi, en tant que citoyen, si tu te fais frauder, il faut que tu prouves au gouvernement qu'effectivement tu es la personne que tu prends. C'est vrai. Le gouvernement va sûrement te demander de rembourser et après il va te demander, on va dire ok, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Une banque dit tu t'es fait frauder, il passe ça dans les pertes et profits. On continue tant que c'est pas trop gros ou qu'ils pensent que c'est toi la source de la fraude. Là. C'est très drôle. Moi, j'ai contribué au dossier citoyen. Donc, puis de ce dossier-là, encore plus vieux, à l'époque, c'était au CSPQ. Il y avait des gens de la RAMQ, il y a des gens de Retraite Québec. Il y avait des gens... Les mêmes personnes que j'ai dû recroiser parce que les dossiers mouraient, revenaient sous un nom différent. J'avais lu le dossier d'affaires de Skill qui disait on est 2020 ou 2021 et c'est tout nouveau, tout beau. Et en fait, quand tu lis la description, en fait, il t'explique, en fait, c'est tout simplement le dossier d'affaires, en fait, date de 2012 et que c'est le 3e changement de nom qui prend beaucoup d'efforts et qui, au moins nos problèmes, en fait, dérape, on le ferme, on en repart une nouvelle version qui, du coup, ça prend du temps, ce qui est dommage, en fait, c'est quelque chose de... Il y a un petit bout de latence sur cette c'est difficile parce que je discutais avec différents organismes et chaque organisme, ça fait son. J'ai allé quasiment jusqu'au bout du dossier. Là, je l'ai pas vu sortir au journal officiel parce que j'ai vu passer le poste de directeur sécurité et gouvernance chez Ping 2. J'ai envoyé mon CV et envoyé aussi un courriel à Alexis qui était le CTO à l'époque. Que j'ai fait l'entretien. Ils m'ont dit on te propose le poste. À Cherbourg, je dis je dois déménager. Ils m'ont dit non non, on est full télétravail, full remote. Ça fait passer 3 ans en fait que je travaille pour Ping. Qu'est-ce que c'est Ping? Ping 2, c'est la plateforme d'innovation numérique. C'est PIMQ 2?
Donc c'est pas ping comme dans le Non. ping en informatique. Mon ancien boss voulait tout le temps qu'on ait des t-shirts roses. Le marketing résistait toujours en disant non. Voilà. Mais c'était toujours un blog. Plateforme d'innovation numérique et Cortic. Le 2, il y a différentes explications. Ça, la principale vient du fait que le nom de domaine Ping était déjà pris, donc Ping 2 était libre. Fait que on a gardé comme ça. Il y a d'autres explications pourquoi il y a un deuxième Q. Fait que Ping 2, c'en est un OBNL. On a été financé et fondé par le MEIE avec l'aide de l'Université de Sherbrooke. C'est l'Université de Sherbrooke qui est très bien placée en termes de développement hors Cortic. Là, on parle vraiment de construction d'ordinateurs. Nous, Ping 2, notre objectif, en fait, c'est d'aider des compagnies à tester des nouvelles technologies, notamment la partie quantique. Parce qu'on imagine bien qu'acheter un ordinateur quantique coûterait extrêmement cher. On en a acheté un, et puis on est en termes de dizaines de millions de dollars. On a aujourd'hui 3 plateformes. Donc on a notre plateforme de calcul classique. Donc on a une centaine de serveurs, on a plus de 150 processeurs NVIDIA A100. Donc c'est 3 générations, mais ça a encore une bonne puissance de calcul. Ouais. On a notre plateforme de calcul quantique. Donc on a le IBM Quantum System One qui a été installé dans l'usine IBM à Bromont, qui a été inaugurée il y a 2 ans en grande pompe. On a les 300 personnes qui sont venues. On a Miss Fitzgibbon à l'époque qui était venue, qui avait fait le chef. Là, on est en train de créer une plateforme hybride avancée. Donc en fait, c'est une plateforme qui va permettre de tester des algorithmes sur du classique et du quantique. De toute façon, tu peux pas vraiment faire du quantique si t'as pas de classique. En fait. Fait qu'il y a l'autre sur l'autre. C'est parce qu'en fait, ton ordinateur quantique, on utilise le terme d'ordinateur, mais il faut le comprendre ordinateur dans le sens de plateforme de calcul. En fait. Il n'y a pas de système d'exploitation. Tu envoies ton algorithme et tes données. La Une capacité. plateforme classique, elle va envoyer, puis en fait, derrière, tu as vraiment un planifié, un scheduler, en fait, qui fait les jobs les uns derrière les autres, qui l'envoie, qui l'exécute, qui récupère le résultat, qui te le renvoie. Vraiment intéressant. En plus, le quantique, je suis pas ferré du tout là-dedans, mais j'écoutais un peu en dehors du sujet, mais un professeur de français, justement, fait léviter. Puis je pense pas que c'est de la lévitation, mais parce qu'il l'explique, en utilisant la quantique, tu es un morceau de métal qui charge de particules, puis après ça, fait une preuve de concept pour que éventuellement les trains soient capables de voyager sur un rail, mais sans friction, qu'il n'y a pas de contact. En tout cas, bref, il y a des applications réelles éventuelles du quantique. C'est pas juste de la qualité, la computation, comme on dit. Non, totalement pas. Il y a la mécanique quantique, c'est un grand domaine. Il y a encore beaucoup de recherche et développement qui se fait dessus. On dit toujours que ça a l'air d'être assez récent. Ça remonte quand même assez loin. Einstein, c'est vieux. C'est juste qu'en termes d'informatique quantique, on est plus comme dans les années 60, 70. Si on le compare à l'informatique classique, les ordinateurs qu'on a ou qu'on a dans les poches, les téléphones qu'on a dans les poches, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est encore beaucoup de recherche et développement. Et en fait, c'est justement pour ça qu'on existe, en fait, pouvoir aider des compagnies, en fait, à venir tester ces choses-là, plutôt qu'attendre. Je suis allé à un panel organisé par IBM il y a 3 ans. Il y avait une panéliste, en fait, le quantique et de ces technologies, quand vous êtes en avance, vous êtes dans les temps, vous êtes dans les temps, vous êtes en retard. Et quand tout le monde va se mettre à en faire, vous allez avoir, en fait, un problème de trouver des ressources, en fait, pour pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire. Et sûrement, vous n'allez pas vous battre contre des chronos qui vont avoir une puissance de frappe tech, en fait. On n'a qu'à le voir avec l'IA ou ça sort comme quoi Meta ou Google offre des ponts d'or à certains développeurs. Enfin, ces développeurs, c'est carrément des chercheurs très haut niveau pour les faire venir parce que aujourd'hui, justement, pour avoir ce petit avantage compétitif qui permet de gagner des parts de marché sur un marché qui va être énorme. Puis surtout, si tu mets ensemble toutes ces choses-là, le quantique plus AI, plus, tu sais, on met le bon vieux Bitcoin, le crypto, on peut ajouter plein de technologies au travers, mais tu as probablement entendu parler, là, mais on est depuis un certain temps, là, si c'est pas 2 ans et plus, à la recherche de comprendre si les clés de chiffrement qu'on connaît aujourd'hui vont être craquables. Là. C'est pas si, c'est quand le NIST l'année dernière a sorti ce qu'ils appellent les QPC, les Quantum Post Cryptography, donc le chiffrement résistant au quantique, parce qu'on sait que les machines quantiques vont un jour être assez puissantes, voire casser toutes les algorithmes de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous faites voler vos données aujourd'hui, potentiellement dans 2 ans, si vous demandez aux vendeurs, 5 ans, 10 ans, si vous demandez à des chercheurs, certaines dissonances entre ce qui est vraiment puis ce que les gens et le buzz. Mais effectivement, ça va être facilement craquable. Fait que les questions aujourd'hui pour les entreprises, vous pouvez pas dire j'ai pas de données importantes. Juste les renseignements personnels de vos employés, vous avez sûrement un numéro, une date de naissance, un nom, prénom, une adresse. Tu as plusieurs données que tu penses être chacune séparées, mais mises ensemble, là, t'as quelque chose. Si ce serait que tes données vont être utilisées pour un schéma plus grand par un adversaire dans une autre attaque qui aura été nourrie de ces données-là. Ah, tu sais, c'était une discussion que j'avais quand je te disais, je travaillais sur l'assurance de l'identité numérique, en fait, où des fois, je discutais avec des gens dans des ministères et qui me disaient, non, mais il y aura pas de fraude et tout. Je dis, non, tu vas pas te battre contre Joe Blue dans son shack, enfin, fond de la Gaspésie, enfin, fond du Saguenay, là. Là, tu risques de tomber contre des groupes criminalisés qui ont des moyens organisés, qui ont les compétences et qui voient l'argent à faire. Pour aller le chercher. C'est des business en même temps. C'est juste c'est vraiment du crime organisé. Puis on le voit quand on démantèle des organisations comme ça.
tu as toute une équipe qui est, sa job, c'est de trouver une vulnérabilité. L'autre équipe d'après, c'est d'exploiter la vulnérabilité. Puis là, ils ouvrent un billet à l'interne, puis il y a un système de ticketing, puis ils s'échangent, puis ils sont remote dans le monde. Tu sais, OK, c'est bon, on a trouvé la vulnérabilité, on l'a exploité, maintenant, il faut créer un payload, envoyer ça à la prochaine équipe. Ne serait-ce qu'un peu d'ingénierie sociale, je me rappelle dans un des premiers ministères où je travaillais quand je suis arrivé à Québec, quand tu voulais réinitialiser ton mot de passe ou faire certaines opérations, ils te demandaient les 3 chiffres du milieu de ton NAS. Et ça, une fois que ça a fuité, tu peux après faire Ah oui. les mots de passe, accéder au système et tout ça. Donc c'est ça, la partie chiffrement, les clés de chiffrement résistants au quantique, c'est une première étape. Pour des petites entreprises, souvent, c'est tout simplement voir est-ce que votre fournisseur le fait. J'imagine que Microsoft le fait, Google, Amazon le font tous automatiquement. Mais si vous êtes une compagnie plus grande, il va falloir commencer à changer ces clés-là parce que c'est lourd. Tous ceux qui sont là vont tous être cassés un jour. En fait, c'est sûr que si vous avez du RSA de 2048 ou 4096, on va peut-être un peu plus de temps. C'est justement le principe d'un ordinateur quantique, c'est d'être capable de faire ces calculs-là très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec un supercalculateur. En fait, la question, par exemple, va se poser si vous êtes une grosse entreprise, qu'est-ce que vous faites de vos sauvegardes qui sont chiffrées, en fait? Si vous les déchiffrez, vous le rechiffrez, ben là, vous avez potentiellement modifié le sauvegarde, vous l'avez rechiffré par au-dessus avec un algorithme PC, et là, vous devez gérer 2 clés. Là, il y a des questions à commencer à se poser sur le système. Déchiffrer, as-tu l'espace de le Ah, c'est ça aussi, tu dis, j'ai un système de sauvegarde du White Once with Many, sauvegarde immuable. Grosso modo, enfin, tu l'extrais, tu la rechiffres et tu la redéploies, donc tu vas comme doubler ton espace. Pendant ce temps-là, les groupes manufacturiers vont se faire des tonnes d'argent, là, les Oui, Exagrid, je ne m'inquiète pas pour eux. comme Volt, etc. Hey, Didier, le temps file, il nous reste peu de temps, puis j'ai 3 questions importantes. La première, c'est Ping 2, ça marche comment pour aller faire des tests? Alors, si vous voulez faire des tests chez nous, il faut que vous soyez une entreprise qui ait des bureaux au Québec ou au Canada, parce qu'on porte canadien. On a l'air souvent d'être très québécois, mais on travaille avec des gens au Canada. Ou si vous êtes une compagnie internationale, où on a l'avantage, comme on a nos BNL, d'avoir une matériel moins cher et de moins facturé. Là, on va peut-être facturer un peu plus, mais on est ouvert à tout type. On a 3 gros secteurs. On a la finance, l'énergie et l'aéronautique. Nos équipes ont fait des recherches, c'est les 3 domaines, on a eu des retours. C'est aussi 3 domaines, je pense que le Canada est bien placé. Dans ma tête, j'ai 3-4 logos. Voilà, il y a une certaine synergie entre les deux. Vous nous contactez, hein, on est sur LinkedIn, on a un site web, et puis vous rentrez dans le processus. Et surtout, ce qu'on va essayer d'identifier, c'est le use case, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout en quantique. Il y a des choses qui se font très bien, des choses qui se font moins bien, et aussi suivant le type d'ordinateur classique que vous avez, parce qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs IBM, on est en train de travailler pour en avoir d'autres, qui existent d'autres technologies, on peut penser en France, il y a Candela, Pascal, Alice et Bob, juste ne serait-ce qu'au Canada, il y a D-Wave, à l'autre bout de avoir couvert, en fait. Donc, on travaille pour avoir justement une plateforme un peu plus large d'un point de vue quantique, le classique, une fois que tu as des GPU. Magnifique, merci. Numéro 2, et pour revenir dans le temps en 1999 et se parler à lui-même pour se guider ou s'offrir des recommandations pour sa carrière, qu'est-ce qu'il se dirait? Change pas grand-chose, procrastine un peu moins. D'un autre côté, quand on est un bon procrastinateur, souvent l'avantage c'est que quand il faut livrer, on le livre. J'avais un cours comme ça, on me demandait c'était quoi mon problème, et je me suis rendu compte, en fait, je disais je vais le moins procrastiner, donc je dis je veux mieux procrastiner. Être plus effectivement à la dernière minute et savoir que ça arrive, en fait, on le sait toujours, on le garde, on finit par s'habituer. La dernière chose, en fait, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis je vais te remettre le sirop d'érable officiel de GoSecure. Je te remets aussi la sauce piquante officielle de Firebarn. D'ailleurs, à noter que le sirop d'érable vient de chez La Bûche, très bon restaurant représentatif de notre culture québécoise. Firebarn font des super sauces. Si t'aimes les huîtres, nos huîtres sont magnifiques. Donc, c'est une sauce tequila libre. Je t'offre aussi 2 petites bières GoSecure qui sont faites à Oublier, à Drummondville, super bon microbrasseur. Et évidemment, la très classique, connue épice GoSecure par la bête. Un beau restaurant ici. Merci encore. Merci beaucoup, Didier, d'être venu encore. Puis on se revoit pour un deuxième épisode. Oui, sans problème. Cool. À bientôt. Ouais.